Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode d'Afterlife Labs. Et dans cet épisode, on va parler du combat des titans, celui des big tech contre les big banks. L'offensive des géants du web dans le domaine des services financiers, c'est une évolution naturelle. Vous en parlez déjà dans l'épisode 5 sur les initiatives et les stratégies des big tech. Les géants comme Microsoft, Amazon, Google, Apple, Facebook et les Chinois Alibaba et Tencent figurent parmi les plus grandes entreprises au monde. Et ils doivent tous leur succès à leur maîtrise des données et à leur forte approche user first. En tirant parti de ces données, de ces océans de données, ces entreprises peuvent créer des expériences toujours plus pertinentes, plus personnelles et plus intuitives pour leurs utilisateurs. Cette offre conduit à un niveau d'engagement tel qu'il permet aux géants de pénétrer rapidement une nouvelle industrie pour éventuellement en prendre le contrôle. Et au cours de la dernière décennie, nous avons vu les big tech introduire tout d'abord leurs propres services de paiement, puis évoluer lentement vers le crédit, l'assurance, l'épargne et même les investissements. Ils progressent déjà dans ce domaine aux États-Unis et en Chine, et maintenant, ils commencent à se tourner vers l'Europe avec la mise en place de l'open banking. Alors pour rappel, qu'est-ce que l'open banking ? Cette technologie vise à permettre aux banques de partager leurs données avec d'autres acteurs du secteur financier, dont les fameuses fintech dont on a parlé précédemment. Il peut s'agir de données telles que la localisation géographique des agences bancaires et des distributeurs de billets, ou alors des services bancaires proposés dans tel ou tel établissement, mais également de données clients. Et la RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données en Europe, impose aux banques une transparence totale sur les transactions commerciales réalisées avec les données bancaires de leurs clients, donc tout ce qui est dépôt, virement et autres opérations courantes. Et la loi européenne stipule que l'exploitation de ces données ne peut se faire qu'avec le consentement préalable des clients et qu'il doit être libre, spécifique et découler d'une action comme lorsque vous validez vos cookies, lorsque vous visitez un site pour la première fois. Jusqu'à présent, l'Europe était largement protégée de la grande marche des big tech vers les services financiers. Pénétrer le marché européen, c'est quelque chose de complexe. C'est un défi de taille en raison des différences de langue, des différences d'adoption des technologies et de la réglementation de chaque pays. Mais l'open banking est intéressant parce qu'il est en train d'unifier le paysage financier à travers le continent, ouvrant ainsi la porte aux géants de la tech. Alors de quelle manière ces mastodontes vont-ils aborder le secteur financier ? Vont-ils rivaliser avec les banques ou alors s'allier à celles-ci ? C'est les deux questions auxquelles je vais tenter de répondre en dressant 3 scénarios fort probables du grand combat stratégique Big Tech contre Big Bank. Alors scénario numéro 1 que je voudrais aborder, c'est que cette confrontation-là va servir à améliorer les services existants des Big Tech. Ça ne serait pas surprenant que les Big Tech lancent leur propre application financière au sein de leur propre écosystème. En parallèle de leur offre déjà existante, il pourrait y avoir un impact encore plus important si les données financières des utilisateurs étaient injectées dans les applications que ceux-ci utilisent déjà au quotidien. C'est une approche qui renforce la proposition de valeur des géants du web, car elle rend leurs produits qui sont déjà sur le marché encore plus pertinents et plus personnalisés. C'est plus simple également en termes d'adoption que de proposer un nouveau produit innovant qui va nécessiter que l'utilisateur change complètement son comportement. Alors pour illustrer ça, imaginez que vous ouvrez Google Maps et que vous vous rendez dans Mes trajets. Et bien là, vous pouvez y voir tous les lieux que vous avez déjà visités, comme c'est déjà le cas actuellement, mais vous allez également pouvoir y trouver tout ce que vous avez acheté, où vous l'avez acheté, quand vous l'avez acheté, à combien vous l'avez acheté, et vos habitudes d'achat peuvent être utilisées pour personnaliser vos résultats ensuite sur Google Search, et vous proposer des publicités encore plus ciblées qui prennent en compte cette nouvelle dimension financière. Dans notre exemple, vous pouvez demander à Alexa, Siri ou à l'assistant Google de vous dire combien d'argent vous pouvez encore dépenser ce mois. Vous lui demandez d'établir un budget pour le mois qui vient, et même d'effectuer un paiement pour régler votre facture internet Orange. Ça, c'est un scénario qui me paraît extrêmement probable. On sait déjà que les gens du web excellent dans la création d'expériences utilisateurs convaincantes. Alors armés d'une licence PSD2 qui leur donne l'autorisation d'accéder aux informations bancaires et d'initier des paiements, les options pour améliorer les services que des millions de personnes apprécient déjà sont vastes et infinies. Le deuxième scénario que je trouve intéressant, c'est la conquête de la relation client. Les portefeuilles numériques sur mobile vont essayer de s'approprier cette relation client bancaire qui aujourd'hui est entre les mains des banques.
Ces super portefeuilles ne font pas que rassembler les différents comptes bancaires d'un utilisateur au sein d'une même application. Qu'on soit dans un domaine online ou offline, ces portefeuilles permettent aussi d'initier des paiements à partir de n'importe quel compte sur cette même application. Cela signifie qu'avec un portefeuille numérique, les utilisateurs n'ont plus à porter de carte bancaire physique, ni à se connecter à des applications bancaires différentes pour effectuer leurs paiements. Tout se fait au sein de l'écosystème des GAFA et à partir d'une même application. Et si ces GAFA peuvent vous fournir une vue en temps réel des transactions et des soldes de tous vos comptes dans un portefeuille numérique, cela signifie que vous allez avoir beaucoup moins d'engagement avec votre banque. Les Big Tech vont ainsi s'immiscer entre un client et ses différentes banques et tenter de gagner l'attention exclusive de ce client. L'ensemble du processus de paiement serait alors énormément simplifié dans un environnement numérique déjà acquis par l'utilisateur et qui lui est déjà familier. Et à mesure que le nombre de points de vente physiques qui acceptent les paiements mobiles augmente, la menace d'une prise de contrôle des Big Tech sur la relation client bancaire augmente elle aussi. Les banques vont donc devoir se réinventer et se différencier. Le troisième scénario, c'est tout simplement le scénario où les GAFA prennent la place des banques. Et donc que lorsque vous aurez à choisir entre la BNP et la Google Bank, vous choisirez celle ou celui qui propose le meilleur service bancaire. Parce qu'au fur et à mesure que les consommateurs et les commerçants deviennent de plus en plus à l'aise avec les paiements mobiles et les produits numériques, on pourrait voir les géants du web commencer à offrir leur propre marque de services financiers. Et on commence déjà à en voir les prémices. Étant donné que les GAFA exploitent certaines des plus grandes places de marché en ligne au monde, Facebook c'est une place de marché de la publicité, Amazon c'est une autre place de marché de produits, il semble inévitable, pour des raisons économiques, qu'ils fassent leur premier pas vers le remplacement complet de certains services bancaires primaires. Par exemple en créant leur propre système de paiement qui récompense les utilisateurs pour leur fidélité. Un exemple emblématique de cette tendance, dont on a parlé dans l'épisode précédent, c'est l'Apple Card, mise en ligne d'abord aux États-Unis et dont le lancement européen devrait suivre. C'est une carte bancaire sans frais qui reverse aux utilisateurs un pourcentage du montant de leurs dépenses sous forme de cashback et qui les aide même à gérer leurs finances pour éviter les frais d'intérêt. Google est lui aussi en train de renforcer son positionnement sur les services bancaires avec le lancement prochain d'une offre de compte courant pour l'instant baptisée Google Cash. Amazon de son côté a annoncé une offensive sur les comptes courants pour jeunes, donc comprendre par là des comptes bancaires pour les futurs consommateurs. Et quant à Facebook, il mise sur une crypto-monnaie globale pour le paiement à l'international, la Libra. Et on peut imaginer que la position des Big Tech en tant que fournisseurs financiers pourrait devenir encore plus solide lorsque la capacité d'effectuer des paiements est combinée à des services, tels que la facturation intégrée ou la gestion des reçus numériques, à la fois pour les paiements en ligne et les paiements dans les magasins physiques. Et puis petit à petit, on peut imaginer que ces services-là vont gagner du terrain et que les GAFA vont proposer des produits dans des domaines tels que les avances de fonds ou les assurances. Parce que lorsque des produits qui sont hautement compétitifs peuvent être délivrés sur une plateforme élégante que l'utilisateur apprécie déjà, il peut être très difficile pour les fournisseurs traditionnels de rivaliser. Pour le moment, par contre, on voit surtout les GAFA s'allier avec des fournisseurs bancaires classiques. On l'a vu, on a vu Google avec Citigroup, Apple avec Goldman Sachs, et Amazon avec JP Morgan Chase, mais peut-être viendra dans quelques années le moment de rivaliser plutôt que de collaborer. Et j'aimerais conclure cet épisode avec le concept de Beyond Banking. Jusqu'à présent, seul Google a une licence pour fonctionner en tant que Account Information Service Provider, c'est-à-dire qu'il peut récupérer les données bancaires d'un utilisateur chez sa banque, et ainsi qu'en tant que Payment Initiation Service Provider, c'est-à-dire qu'il est autorisé à initier des paiements au nom de l'utilisateur. Le AISP et PISP, c'est deux acronymes sous la licence PSD2. Donc là, c'est seul Google a cette licence-là et les autres sont en train de tester pour l'instant des API en attendant qu'une licence leur soit octroyée. Et tandis que l'offensive des GAFA pourrait prendre différentes formes, de la conquête de la relation client bancaire comme on l'a vu à la concurrence directe avec les banques, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous pouvons certainement nous attendre à voir une nouvelle gamme de services financiers émerger dans les années qui viennent. À l'heure actuelle, l'avantage, il est toujours du côté des banques, c'est elles qui sont plus proches des clients et qui ont déjà établi une relation avec eux. Pour garder une longueur d'avance sur les Big Tech, les banques devront battre ces entreprises à leur propre jeu.
en se concentrant sur les clients et en leur proposant des produits et services à plus forte valeur ajoutée grâce notamment à la personnalisation. Cette nouvelle approche va très probablement pousser les établissements bancaires vers des services extra-financiers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Beyond Banking. En français, au-delà de la banque. Dans cette logique, il ne s'agit pas d'aider l'individu uniquement lorsqu'il a besoin d'un service financier, mais de se positionner en amont ainsi qu'en aval de ce besoin. Donc pour résumer, on a 3 scénarios différents. Le premier, c'est les GAFA améliorent les services financiers existants. Donc là, leur stratégie, c'est de consolider leur proposition de valeur, donc de fournir des produits et des services à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est des produits et services qui existent déjà. Donc on enrichit les applications existantes avec cette dimension financière. Le scénario 2, c'est les GAFA s'approprient la relation client bancaire. Donc au niveau stratégique, on est encore dans une collaboration avec les banques. Et les GAFA, elles endossent un rôle d'agrégateur. Donc à partir d'une seule interface, on peut avoir accès à une multitude de comptes bancaires différents. Et enfin, le scénario 3, c'est les GAFA carrément remplacent les banques traditionnelles. Et ça, c'est une nouvelle proposition de valeur, c'est-à-dire que les GAFA deviennent fournisseurs de services financiers. Donc là, on est dans une configuration de compétition avec les banques.